Bonjour à toutes et à tous. Merci à toi Stéphane en tout cas de nous avoir invités et de nous avoir posé cette question. Quel EPS voulons-nous? Quel EPS voulons-nous pour demain? Dans un premier temps, on va prendre un tout petit peu de recul et nous vous proposons une EPS qui va être ouverte et coopérative. Mais pourquoi? On part du principe qu'il est toujours intéressant de se poser la question de pourquoi est-ce que nous voulons cette EPS-là. Donc dans un premier temps, je vais mobiliser quelques philosophes et sociologues. On a Zygmunt Bauman, par exemple, qui nous parle aujourd'hui d'une société liquide. Et il décrit une modernité dans laquelle les structures traditionnellement solides, en comparaison, comme la famille ou les communautés religieuses, s'effondrent progressivement. Vous avez aussi Gilles Lipovetsky, que vous connaissez peut-être, qui abonde dans le même sens. Il parle de la fin des grands récits, de la fin des grandes idéologies collectives qui structuraient autrefois la société dans laquelle nous vivons. Aujourd'hui, notre monde qui est plutôt liquide favorise les relations humaines plutôt précaires, plutôt utilitaires. Les individus se tournent de plus en plus vers des satisfactions personnelles marquées par un individualisme que lui il appelle consumériste. On constate donc progressivement des liens sociaux qui sont plus fragiles aujourd'hui, qui sont moins durables. Les hommes et les femmes se réfugient aujourd'hui dans ce qu'on appelle, avec Bauman, des bulles identitaires, notamment sur les réseaux sociaux, vous connaissez bien, avec ceux qui pensent souvent la même chose que nous et sans toujours s'ouvrir aux autres. Et ça peut nous poser un petit problème. Nous avons Nicole Aubert également, une sociologue clinicienne, qui accentue ce constat en expliquant notamment l'impact de l'accélération des rythmes de vie. Aujourd'hui, tout va plus vite. Dans notre société moderne, on est souvent sous une pression constante, la pression de l'efficacité, la pression du rendement et la pression de l'urgence, dans une société où la compétition est absolument omniprésente. Nous avons également Edgar Morin, qui insiste sur le paradoxe entre une société qui est à la fois hyper connectée, comme je viens de vous le dire, mais en retour déshumanisée, un petit peu déstructurée et impactant en ce sens la qualité des relations sociales entre les êtres humains, et favorisant du coup un repli sur soi identitaire. En ce sens, le défi que nous vous proposons, avec nous évidemment, c'est de reconnaître, avec Morin, notre interdépendance et de construire des solidarités nouvelles qui vont dépasser les frontières de l'individu et des nations. En ce sens, nous vous proposons d'oser. Oser, c'est quoi? Oser, c'est adopter une posture audacieuse, qui va être fondée sur l'innovation et l'engagement, dans l'optique toujours de transformer l'EPS en un levier éducatif qui va être adapté aux enjeux contemporains. Oser pour vous, oser pour nous, c'est lire, c'est écouter, c'est remettre en question ses pratiques, c'est apprendre des autres et surtout c'est progresser ensemble. Ici, on va vous proposer d'oser avec nous de réduire l'angoisse de la performance individuelle, notamment en valorisant le travail collectif et les efforts collectifs comme alternative à la pression de la performance individuelle, par exemple. Nous allons vous proposer également d'oser de favoriser l'ouverture à la diversité et au débat, pour éviter justement que nos élèves se retrouvent dans ces bulles identitaires et que nous cherchons à leur faire apprendre à se connaître dans la diversité des talents et des personnalités. Pour cela, nous allons valoriser les échanges enrichissants et au maximum l'ouverture d'esprit. Enfin, nous allons vous proposer d'oser avec nous de nous ouvrir à l'ensemble de la communauté éducative, c'est-à-dire les parents, les collègues des autres disciplines, le CPE, le cuisinier s'il y a besoin, et peut-être également les associations et les clubs locaux, pour créer une véritable synergie collective. Je rebondis également sur ce terme qu'on utilisera tout à l'heure, pour montrer aux élèves justement l'importance de cette coopération et de leur place qu'ils vont avoir en tant que citoyens au sein de la communauté dans laquelle ils vont s'insérer derrière. Ainsi, on s'ancre dans une approche active et collective, à l'instar de Philippe Mérieux, pour une éducation citoyenne participative. Pour terminer cette petite introduction, évidemment qu'il s'agit également de coopérer et de collaborer au sein de la AEPS. Donc c'est une AEPS ouverte que nous voulons également, dans laquelle nous collaborons avec les autres groupes ressources, et tout cela pour contribuer à une EPS de demain que nous souhaitons à la fois innovante, ambitieuse, ouverte et évidemment coopérative.
Romain insistait sur le pourquoi, et en fait tous les éclairages théoriques qui viennent d'être expliqués expliquent pourquoi nous en sommes arrivés à cette option de départ qui fonde la naissance de notre groupe. C'est un parti pris en termes de valeurs éducatives, de prioriser la fraternité et l'entraide. Cette priorité-là se décline plus concrètement par une démarche qu'on a centrée sur la coopération. Et cette coopération, ça a été dit par un intervenant ce matin, je crois que c'était Loïc, il faut la comprendre à la fois comme un moyen d'apprendre, de mieux apprendre, mais aussi comme une finalité en elle-même, et là ça renvoie directement aux enjeux que Romain vient d'évoquer. Alors pour mieux comprendre un petit peu, commencer à rentrer dans notre démarche, on peut partir du terme coopération, ce mot valise qu'on a créé pour désigner notre groupe, donc qui est composé du mot coopération, qui renvoie là à l'idée, à la démarche d'entraide dans les apprentissages. Ça, c'est quelque chose de très important pour nous. Autre aspect, là on va tous se rejoindre nécessairement, des élèves qui vont être actifs physiquement, mais également des élèves qui vont être actifs socialement. Et ça renvoie à des défis qu'on a à relever, à des problématiques concrètes de nos sociétés, à savoir cet individualisme qui vient d'être dépeint par Romain à travers certains auteurs, des problématiques de sédentarité qui touchent nos sociétés, et également des problématiques démocratiques et écologiques. Alors, ces problématiques sont interconnectées. Je vais vous donner là quelques chiffres pour les rendre un petit peu plus concrètes sans m'attarder, je vous les donne rapidement. Donc par rapport à cet individualisme exacerbé, il y a une enquête assez récente qui montre qu'il y a 1 Français sur 5 qui sont en situation d'isolement social. C'est quand même assourdissant ce chiffre. Et ça a doublé en seulement 10 ans. Bon, je vous donne un autre chiffre, il y en a plusieurs sur la diapo, mais je vais en évoquer un ou deux par rapport à la sédentarité. Vous voyez que nos élèves, là, si on prend le chiffre qui est entouré, 16% de nos élèves de 3e sont en situation de surpoids. Et ça peut renvoyer au dernier chiffre, 20 minutes d'activité physique moyenne pour un Français aujourd'hui. Certains chercheurs disent que le problème, ce n'est pas forcément la malbouffe qui est beaucoup mise en avant, pas que la malbouffe soit une bonne chose, mais c'est surtout cette baisse d'activité physique. Pour comparaison, dans les années 50-60, c'était 4 heures. Vous voyez le delta. Par rapport à cette crise démocratique et écologique, pareil, juste 2 chiffres pour rendre les choses un peu concrètes, une étude montrait que 15% des Français ne sont pas prêts à défendre la démocratie. Sur l'aspect écologique, on pointait le mot anthropocène, que vous connaissez probablement, donc, qui signifie qu'au niveau géologique, on est dans une ère où ce qui pèse le plus sur notre planète, c'est l'activité humaine. Bon, vous savez, médiatiquement, c'est assez couvert, je ne développe pas plus. Donc ces problématiques-là sont des problématiques de société, mais qui nous touchent directement nous-mêmes dans l'école. Chaque enseignant dans la classe est touché par ces différentes problématiques là, qui apparaissent en bas. Les valeurs républicaines re-questionnées, je pense que de nombreux enseignants vivent ça au quotidien. L'inégalité des chances, c'est pareil, c'est quelque chose qui touche dans notre pratique au plus près au quotidien. Donc ce sont des défis à relever. À la fois, nous devons, et nous n'avons pas le choix, nous y adapter, nécessairement, mais pas rester passif, essayer d'y répondre. Donc ce sont en ce sens des défis. Donc par rapport à ça, pour être plus concret dans notre démarche, Aurélie va vous présenter un petit peu la démarche coopérative. Effectivement, la démarche que nous proposons va articuler 4 dimensions qui sont représentées par 3 piliers et une synergie collective. Alors le premier pilier, c'est ce qu'on appelait le pilier disciplinaire, donc tout simplement parce que les contenus disciplinaires sont placés au cœur de la démarche d'apprentissage de l'élève. Ici, en EPS, parce qu'on est devant vous en EPS, mais aussi dans les autres disciplines, car on a des collègues d'autres disciplines qui sont dans notre groupe. Deuxième pilier qui est le pilier pédagogique, parce qu'effectivement la meilleure pédagogie ne se réduit pas simplement au seul contenu d'enseignement. Là il est question plutôt de mettre en œuvre une pédagogie qui va être propice à l'entraide et aux interactions pour être porteuse d'apprentissage. Là c'est carrément directement l'expertise de l'enseignant. Troisième pilier qui est le pilier psychosocial, il est ici question que la coopération soit au cœur de l'apprentissage, donc la coopération est un objet d'enseignement.
Ce pilier permet d'aborder de manière explicite et progressive des capacités et de ressources qui vont articuler des dimensions cognitives et affectives de l'élève, et tout en travaillant un rapport à soi et aux autres. Et comme l'a tout à l'heure explicité et développé le groupe premier degré, la synergie collective qui permet d'intervenir au sein d'une communauté éducative et des partenaires locaux. Vous avez effectivement le cadre théorique augmenté qui a été publié en janvier 2022 et un flashcode qui vous permet d'aller un petit peu plus loin sur le cadre théorique. Rapidement, nos travaux au niveau du groupe. Donc, comme je vous l'ai expliqué rapidement tout à l'heure, on a un groupe singulier dans la mesure où il y a 31 enseignants d'EPS et puis on est accompagné aussi de 8 collègues qui travaillent aussi pour développer des pédagogies coopératives au sein de leurs leçons. Et bien sûr, un groupe ordinaire avec les publications, la revue Enseigne EPS, les cafés pédas et les interventions dans les différentes régionales. On a publié un glossaire cette année que vous pouvez retrouver sur le site de la EPS. Et effectivement, sont à venir, comme a été annoncé tout à l'heure, un ouvrage d'ici la fin de l'année. Donc à la question l'EPS que nous voulons, nous vous proposons en premier temps une illustration au collège avec moi et puis ensuite Anthony prendra la parole pour une illustration au lycée. Je vous propose d'exploiter le cadre théorique augmenté que je vous ai expliqué rapidement par une entrée par le pilier pédagogique. Alors ce pilier pédagogique, vous pouvez voir par le rond bleu qui est apparu devant vous, il y a on va dire 5 dimensions de l'activité de l'enseignant. Et là, je vais expliquer plus particulièrement organiser les groupes et les interactions pour favoriser les interdépendances et aussi en lien avec un climat de classe positif et serein. L'exemple que je vous propose, c'est un exemple sous forme de jigsaw, dans la mesure où c'est un exemple qui a justement été développé par plusieurs collègues de disciplines différentes et donc qui montre que voilà, on peut réfléchir à ces dispositifs, quelles que soient les disciplines, et multiplier les expériences coopératives. Donc le jigsaw, ça a été passé rapidement, mais en fait c'est un dispositif puzzle, et notamment Océane Cochon-Drouet, qui fait partie du groupe, explique ceci, le résume comme chaque apprenant du groupe de travail coopératif, il va être responsable d'une petite partie de l'apprentissage et de l'enseigner ensuite aux autres. Alors concrètement, comment j'en suis venue là? Là, ce que je vais vous proposer, c'est un zoom sur mon enseignement de collège, enfin d'enseignante en collège RED+, avec des problématiques d'apprentissage de la langue française, du vivre ensemble, mais aussi des problématiques disciplinaires liées à la motricité. Et donc moi, ce que je cherche au quotidien, c'est d'essayer d'articuler ces 3 dimensions. Donc plus particulièrement, je vous propose de Jigsaw, une illustration avec un ciblage sur le permis d'assurer, qui est dans les programmes au niveau de l'AFC4, et que j'ai décliné en 5, j'ai choisi de décliner en 3 expertises, l'équipement du grimpeur, l'équipement de l'assureur et être capable d'assurer en 5 temps. Ce jigsaw, il va se dérouler en 4 étapes, hein, on reprend les étapes prises par Océane. Une première étape où effectivement elle consiste à constituer des groupes d'appartenance. Là en l'occurrence on est sur une première séquence d'escalade avec des 5e. Je leur ai demandé de se mettre par groupe affinitaire dans la mesure où l'escalade demande en premier lieu d'avoir confiance déjà en matériel et en l'activité, donc je les mets dans un environnement rassurant. Pour autant, je leur demande de se mettre avec des gabarits de poids assez proches pour éviter les difficultés de sécurité. Je leur demande de choisir la répartition dans les groupes d'expertise, ceux que je vous ai présentés précisément, précédemment. Donc l'étape 2 de ce jigsaw consiste à la formation de ces apprentis experts. C'est aussi un moment pour moi d'évaluer, on va le voir si tu peux aller sur la vidéo, enfin sur la diapo suivante, merci, de développer justement le langage oral dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour faire une petite aparté sur la synergie collective, le langage oral fait partie de notre synergie collective dans le projet d'établissement et on cherche tous, quelles que soient nos disciplines, à renforcer les situations d'interaction pour que les élèves puissent prendre la parole dans des situations diverses. Donc c'est à cette étape 2 du jigsaw, elle se décline elle aussi en 3 étapes. Parce qu'il ne suffit pas de mettre les élèves ensemble pour qu'ils coopèrent, un temps de formation est nécessaire.
Donc j'ai commencé par le fait de vous expliquer qu'on rentrait par le pilier pédagogique. Si vous m'avez suivi, c'est toute l'expertise de l'enseignant. Et là, l'expertise de l'enseignant dans une première étape. Donc concrètement, je divise la classe en deux groupes. Il y a un groupe d'experts qui vient avec moi et je les passe sur un temps de formation. Pendant que... oui, vas-y, s'il te plaît. Donc là, on a par exemple les apprentis experts en équipement de l'assureur qui ont eu d'abord au préalable une formation pour ma part où je vais démontrer, expliquer, réguler, corriger avec eux. Je vais les outiller de fiches, coups de pouce qu'ils pourront réexploiter par la suite quand ils réintégreront leur groupe. Et là, en l'occurrence, c'est un temps où ils ont, une fois que je suis intervenue auprès d'eux, ils sont en travail autonome pour apprendre leur expertise. Alors oui, ils sont en formation d'experts et ils ne sont pas encore experts. Bah, regarde là. Parallèlement à ça, j'organise des ateliers de grimpe juste à côté. Pourquoi j'ai fait ça aussi? Parce que trop souvent, en fait, je me suis rendu compte que des fois on arrivait encore dans la leçon 5 à faire des nœuds de 8 et moi je voulais sortir de ça. Et le jigsaw m'a aussi permis ça, de rentrer rapidement dans la motricité, dans les leçons d'escalade. Élément déterminant, effectivement, là je vous rentre dans la troisième étape. Alors, comment tu sais si tu as bien mis ton matériel? Où je vais effectivement poser des questions pour valider l'expertise. Je demande à l'élève de valoriser, de m'expliquer à l'oral les checkpoints qu'il va devoir vérifier à ses pairs tout de suite après. Donc là, on a une élève qui n'a pas été validée. Ce brin de quoi? Voilà, elle dit ce morceau-là, pas validé parce que le vocabulaire est encore pas assez précis, donc je régule en direct pour redonner le vocabulaire précis et qu'elle manipule une culture du grimpeur au niveau du langage. On peut voir aussi que le clip est pas tout à fait bien mis dans le mousqueton et c'est aussi pour ça qu'elle n'a pas été validée. Donc une fois que les experts sont formés, que moi en tant qu'enseignant j'ai attesté de leur capacité à transmettre à leurs pairs, à rendre les autres autonomes, compétents de nouveau, donc ils vont pouvoir se responsabiliser dans ce rôle et passer à la troisième étape qui est un retour dans son groupe de référence. Donc là en l'occurrence pour moi c'est un moment où je vais travailler plus précisément le domaine 3 du socle concernant l'apprentissage du citoyen. Donc effectivement, dans cette étape, il est question pour l'élève d'avoir la responsabilité d'enseigner et d'expliquer à ses pairs du groupe d'appartenance la tâche qu'il avait en charge de réaliser. Le rôle de l'enseignant est déterminant en cette étape. Donc là, j'ai zoomé par organiser les groupes et les interactions, mais plusieurs dimensions du pilier sont aussi exploitées. Donc là, je vous propose 3 vidéos pour vous montrer l'intervention de l'enseignant et aussi la non-intervention est essentielle pour accompagner les élèves dans la responsabilité, dans la formation du tutorat. Donc là, on a... Vas-y. Voilà, on a une première élève sur la gauche qui était venue spontanément vers moi. Hein. Madame, comment je peux faire? Là, je lui ai dit, écoute, voilà, je te renvoie à ton experte et elle va t'expliquer. Et on peut voir que voilà, même en collège REP+, les élèves sont capables d'expliquer clairement à leurs élèves ce qu'il y a à faire. Alors, effectivement, c'est quelque chose de plutôt simple, mais j'ai envie de vous dire, pourquoi pas profiter de ces contenus assez simples pour leur permettre de se responsabiliser et de progresser ensemble. Une deuxième vidéo où j'ai là aussi une élève qui était venue vers moi pour me demander « Madame, est-ce que mon W8 est bon ?» Pareil, je l'ai renvoyé à son expert qui a vu l'erreur et qui est en train de la corriger. Donc on voit que dans cette étape 3, l'élève expert est capable de réguler l'élève sans avoir besoin de l'enseignant directement. Une troisième vidéo. Ah, ça c'est hyper dommage qu'on n'ait pas le son. Alors je vais vous la commenter. Ah, là, merci. Donc là on a un expert qui était plutôt, voilà, il a d'abord démontré, il a ensuite mis son père... Regarde avec sa main droite, voilà. Comment elle tire. Et là, plutôt que d'intervenir directement sur le pratiquant, la jeune fille qui est en train de se former, je vais utiliser une communication médiée directement sur le tuteur, oui, c'est une forme de tutorat, pour qu'il puisse réguler. Donc plutôt que de lui dire « regarde, elle lève pas bien la main », je oriente son regard sur l'indicateur que je lui avais expliqué pendant le... Bravo l'expert, tu lui as bien appris. Pendant le temps de formation.
Donc grâce au fait que je n'intervienne pas directement sur le pratiquant, cela permet effectivement à mon élève expert de renforcer sa capacité à travailler avec les autres. Une dernière étape de ce jigsaw où là il va être question de l'épreuve collective où je vais valider effectivement, merci, un permis d'assurer. Donc c'est l'épreuve commune. Donc oui, c'est alors là un moment effectivement d'intégration. Est-ce que le groupe a bien réussi cette épreuve et d'évaluation? Et ça me permet d'évaluer l'AFC4 des programmes tout simplement. Donc là, une petite aparté pour cette petite carte à jouer, pour oser aussi une PS qui s'ouvre à la culture des jeunes. Sur cette classe, concrètement, j'avais un élève qui était en grande difficulté, et qui est isolé dans les jeux, et il pratiquait pas, il n'avait pas envie. Et à la deuxième leçon, je suis arrivée avec cette carte à jouer, et là, ça a déclenché « Oh, trop bien, je veux cette carte !» Enfin voilà. Donc je pense que effectivement, la culture qu'on transmet, y a un patrimoine historique, mais il y a aussi cette ouverture vers la culture des jeunes qui permet aussi de les engager dans l'apprentissage et le développement moteur. Donc, au travers de ce dispositif, on a un dispositif pédagogique qui va laisser plus de place et de responsabilité aux élèves. Et pour reprendre Océane, chaque élève est impliqué dans ce procédé dans le but d'être aussi actif et engagé. En conclusion, donc, par ce jigsaw, où j'ai fait une entrée par le pilier pédagogique, mais aussi, comme je vous l'expliquais au début, la compétence, la dimension, on va dire, disciplinaire, psychosociale et pédagogique, elle est toujours présente. Par ce jigsaw, on développe aussi des capacités psychosociales qui vont être développées chez tous les élèves, mais aussi des contenus disciplinaires qui vont être au cœur des interactions entre pairs. Et effectivement, là, on pourra le revoir sur le diapo, mais c'est pour montrer que le jigsaw peut aussi être exploité en CA1, en CA3, CA4 et dans les autres disciplines. Alors, donc, on passe à une deuxième illustration, cette fois-ci en lycée. Il y a trois grandes ambitions. La première, évidemment, c'est d'illustrer le cadre théorique qu'Aurélie vous a présenté, mais aussi de vous montrer à travers un exemple personnel, c'est ma démarche à moi, là, que je vais vous expliquer, comment la richesse un peu de l'association et comment différents groupes ressources, différentes idées, approches peuvent se sédimenter, s'articuler les unes aux autres. Et puis l'autre ambition, c'est aussi de vous montrer, là Aurélie était sur les interactions entre élèves, on a vu des vidéos, moi je vais être beaucoup plus sur la motricité et d'illustrer ce qui a été dit par à peu près tous les intervenants, qu'on ne construit rien en EPS si la motricité n'est pas au cœur de nos préoccupations. Donc c'est un exemple en première générale et technologique, dans l'activité box éducative, et donc le parcours d'apprentissage coopératif, doucement Romain, c'est une manière d'organiser en fait sa séquence. On va dire ça comme ça. Ça se traduit, ce parcours d'apprentissage coopératif, par trois aspects. Je vais essayer de vous illustrer assez rapidement. D'abord, un ciblage. Donc là, ça vous renvoie directement à des intervenants que vous avez vus dans la matinée au CEDREPS. Un ciblage qui permet de ne pas saupoudrer les apprentissages et de ne pas s'éparpiller, donc un choix. Il est intéressant aussi ce ciblage du point de vue coopératif, parce que si on ambitionne de faire coopérer les élèves ensemble, comme on a vu là sur la vidéo avec l'assurage en escalade, il faut que l'objet de coopération il soit assez précis et bien identifié. Donc le ciblage, il a un double intérêt pour nous. Là, en boxe éducative, le choix que moi j'ai fait, c'est d'articuler tout autour du savoir riposter. Donc on n'a pas le temps de débattre de ce choix, on pourra en discuter de manière informelle. Et puis ce n'est pas l'objet premier de notre groupe, nous la caméra on la porte ailleurs, donc on est plus sur l'aspect pédagogique dont a parlé Mehdi. Donc nous la caméra elle est braquée beaucoup plus là-dessus. Donc je passe sur ce choix du savoir riposter. Une fois qu'on a fait le ciblage, moi la difficulté que j'ai eue professionnellement, donc je travaillais plutôt en grande boucle, petite boucle, hein, vous en avez entendu parler ce matin, c'est qu'en lycée avec des classes très nombreuses, très hétérogènes, une grande boucle pour tout le monde, c'est très compliqué. Donc l'hétérogénéité était telle que j'en suis venu à ces formes de situations graduelles, en m'inspirant notamment des travaux de Boda et Rocopé, épreuve-preuve, si ça vous parle, des travaux aussi du groupe Plaisir avec les situations embryonnaires. Donc ça a fait émerger quelque chose en moi et ça, l'idée de faire ces situations graduelles. Donc là, je ne vais pas pouvoir faire l'économie que de vous les montrer avec des vidéos, donc on va vraiment être là sur la motricité. Donc je vais vous montrer les 4 degrés qui forment ces situations graduelles. Donc le premier degré, qui s'appelle touche au front, il consiste à ne pas avoir une alternance des rôles pendant 1 minute de reprise,
l'attaquant va toucher 10 fois au front l'adversaire qui doit contre-attaquer aussitôt. Et puis il y aura une deuxième reprise et on inversera les rôles. Vous voyez qu'à chaque fois il y a des conseils. Donc là, derrière les conseils, ce sont des observables qui vont permettre aux élèves de s'observer et de coopérer. Donc je ne les détaille pas, vous les avez, et on va les voir à travers la vidéo. Avec cet élève qu'on va voir en t-shirt blanc, donc qui est capable de maintenir, on va le voir, sa garde, de maintenir le contact visuel, le focus, et de toucher sur une zone libre. Donc là, le degré 1, parfaitement acquis pour ces élèves. Donc on voit bien sur le ralenti, pas de désorganisation, le focus est maintenu, et je touche sur une zone libre. Au degré 2, bon, intitulé Dans la tempête, ça c'est pour les élèves, l'idée c'est qu'il y a un attaquant qui pendant 1 minute fait pleuvoir les attaques. Donc, vous voyez, la complexité augmente. Et le contre-attaquant a sur la minute 6 ripostes possibles. Ces 6 ripostes, il doit en réussir 3. C'est pareil au degré 1, ce sera pareil au degré 3 et 4. C'est le principe de triple riposte. Donc là, on va s'intéresser à l'élève en t-shirt violet. C'est lui qui est dans la tempête. Donc on voit qu'il y a beaucoup plus de touches, ça va beaucoup plus vite. À nouveau, c'est assez construit, la garde est maintenue, le focus visuel est maintenu. Et là, on voit la contre-attaque. Donc une riposte, je ne l'ai pas précisé, c'est une contre-attaque qui vient immédiatement après l'attaque adverse. Au degré 3, donc là, on va avoir une réversibilité des rôles, attaque-défense. Chaque opposant a 2 touches, 2 tentatives de touche, et immédiatement après, l'adversaire a 2 tentatives de touche, et ainsi de suite. On va voir à travers la vidéo ce qui se passe. Donc là, on va avoir des choses non construites et à construire ou en cours de construction. Donc le boxeur, là on voit t-shirt noir qui fait 2 touches qui s'enchaînent bien, mais ils sont très proches l'une de l'autre. Donc c'est dans la garde adverse. Là, le boxeur en rouge, on voit que les 2 touches sont un peu plus écartées l'une de l'autre, mais il n'y a pas un enchaînement extrêmement rapide, ce qui fait que l'adversaire a le temps de mobiliser sa garde et de parer. Et là, ce qu'on va voir avec le boxeur en rouge, c'est que après la deuxième touche adverse, vous voyez, il y a un long temps, il part vers l'avant, mais il y a un long temps de latence avant sa riposte. Donc il n'y a pas de réactivité. Et c'est ça qu'on cherche vraiment à construire à ce degré-là. Donc là, on va en voir une avec le même boxeur. Voilà, qui jaillit très vite, on va le revoir au ralenti, il jaillit très vite, et là, il est capable de s'organiser pour toucher de suite après. Donc ça, c'est le degré 3, et puis il y a le 4e degré, en assaut libre, toujours le même principe. Le but pour l'élève, c'est de réussir ces 3 ripostes. Donc là, on va avoir des élèves, dans un premier temps, qui ne ripostent pas. Bon, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on peut boxer garçons et filles, grands et petits, on a vu tout à l'heure. Bon, ça c'est intéressant. Ça casse des représentations chez les élèves, et c'est très intéressant. Donc là, on va voir le boxeur blond, qui est capable, voilà, toujours pareil, de garder le contact visuel, de riposter vite, d'enchaîner ces 2 touches sur des zones libres, en bas, en haut. Donc là, on est déjà sur une motricité intéressante. Et puis je crois qu'il y a un autre assaut, voilà, on voit à nouveau un garçon, une fille qui boxent l'un contre l'autre, des touches qui sont enchaînées, des ripostes qui viennent très vite, et puis on voit aussi le rôle de l'arbitre là qui est bien construit, qui est toujours en triangle. Bon, il y a plein d'apprentissages là qu'on peut observer. Alors, la dernière caractéristique de ce parcours d'apprentissage coopératif, c'est qu'on apprend ensemble en s'entraidant. Et cette approche coopérative, elle se traduit notamment, vous avez vu les observables que j'ai donnés là, par une co-validation et du coaching entre les élèves, notamment aux minutes de repos, entre les reprises, et aussi en début de séance sur une phase d'entraînement. Je ne vais pas pouvoir, en question de temps, vous montrer les vidéos, mais bon, je pense qu'on a vu des élèves interagir, donc là ce sont des lycéens, vous pouvez imaginer le type d'interaction qu'on a entre les élèves, qui sont outillés, c'est ça que j'ai choisi de vous montrer, de cette fiche en recto-verso. Donc là, je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais l'idée, c'est que sur la fiche de gauche, on a des données vraiment quantitatives, avec le nombre de ripostes réussis. Je crois qu'en haut à gauche, on doit avoir 6 ripostes sur 10 en degré 1. Voilà, donc la triple riposte là est réussie. Et ça, c'est à mettre en relation de données qualitatives qu'on a au verso, qui renvoient aux observables. La donnée qu'a l'élève, la consigne, c'est pour changer de degré, tu dois réussir
au moins 2 assauts avec plus de 3 ripostes, et aussi de faire valider sur les différents observables par 2 partenaires d'entraînement différents. Ça, c'est un tableau de suivi que j'ai toujours d'afficher au tableau, où il y a le nom des élèves et à quel moment ils ont basculé d'un degré à un autre. Donc c'est un outil pour moi de pilotage, puis ça rappelle aussi à l'élève ce qu'il doit faire. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que chaque élève a son propre rythme d'apprentissage, ne va pas au même rythme que les autres. C'est ça qui est intéressant pour moi, de mon point de vue, dans cette approche-là. Alors, je vais attirer votre attention sur 3 points, un petit coup d'œil sur le chrono, on est bien. 3 points importants, c'est le temps de pratique. Là, je voudrais tordre le cou à une idée reçue, mais ça a été dit par quelqu'un dans la salle ce matin. Quand on fait coopérer les élèves, quand on se préoccupe des apprentissages sociaux et méthodologiques, ça peut être au détriment du temps de pratique et de la motricité, mais ça peut aussi le servir et l'optimiser. C'est qu'une question d'organisation, je crois que c'est comme ça que la personne dans la salle l'avait dit. Donc pour preuve, ce travail, alors qui n'est pas un travail de recherche, c'est une expérimentation professionnelle, mais on est arrivé à 18% de temps d'engagement moteur dans une séance de badminton organisée de manière coopérative, assez proche de finalement ce que je fais là en boxe éducative. Et ça, c'est à référer, je me réfère à la thèse de Benour, qui, elle, parle de 10 à 15% de temps de pratique effective. Je parle bien d'effective, là en badminton, c'est quand le volant est vivant. Donc 18% du temps de la séance, vous voyez que c'est très significatif. Et surtout, autre chose, et c'est là que les approches coopératives apportent une vraie plus-value, c'est qu'on a 52% de temps d'engagement productif, c'est-à-dire de temps où l'élève est en situation d'apprendre quelque chose, d'observer un autre élève, d'échanger avec lui, d'interagir avec lui, tout ça ce sont des temps d'apprentissage. Et donc quand on englobe tout ça, on arrive à 52%. Et là, selon Benour, c'est 20 à 30% en EPS. Ça rejoint les travaux de personnes comme Konak, par exemple, qui montrent que quand l'enseignant a l'expertise pour l'organiser, ça rejoint ce que disait Aurélie, alors on peut concilier tout à fait les choses, et là, ça devient un cercle vertueux. Le rôle de l'enseignant est fondamental, j'insiste pas beaucoup, mais juste pour envoyer aux travaux du groupe AP d'AEPS, qui est très intéressant pour avoir ce retour sur notre activité, notamment nous d'enseignants, même s'ils ont dit que là ils ont un parti pris, ils rentrent beaucoup plus par l'activité de l'élève, mais je sais que tous les travaux sur l'activité de l'enseignant sont très intéressants pour nous nourrir et optimiser notre manière d'organiser la classe. Et puis, la coopération n'étant pas magique, il y a nécessairement aussi des contenus à apporter. Le groupe premier degré en a parlé, des contenus d'ordre psychosocial pour que les élèves soient en mesure de coopérer, parce que tous les élèves ne sont pas égaux de ce point de vue-là. Donc Aurélie en a parlé rapidement. Nous, on a choisi de les organiser de cette manière-là, donc pas de la même manière que ceux qui s'intéressent à ça, les compétences que définit l'OMS en 3 pôles. On en a 4 au final. On a ce qui relève de la sphère cognitive, de la sphère émotionnelle, et puis croisé avec un autre axe, le rapport à soi et le rapport à autrui, ça vous donne ces 4 pôles, que là, je n'ai pas le temps du tout de développer. Ce qui est important, c'est que les attendus qu'on a auprès des élèves, il faut les expliciter. Donc ça peut prendre la forme de ces capacités-là, là il y en a 20, ou ça peut être encore plus précis que ça, mais ça doit être explicite. C'est un problème dans l'enseignement, on le sait bien, quand nos attentes restent implicites. C'est au détriment de certains élèves, c'est inégalitaire. Et puis il faut avoir des contenus de formation pour former les élèves, en l'occurrence là en boxe éducative, sur le coaching. Bon, là, j'ai pointé en jaune quelques capacités psychosociales particulièrement intéressantes dans cette séquence de boxe éducative, mais on ne peut pas les décider à l'avance, ça va dépendre de sa classe, de son projet de classe, et puis après, ça dépend de chaque élève. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va s'individualiser. Je voulais juste conclure, je ne déborde pas trop, pour vous dire, là, l'intention que je voulais vous montrer, c'est que, vous voyez, ces degrés, ces observables, c'est ce qui fait fonctionner tout le reste. Donc c'est vraiment la motricité là, qui se joue. Et les progrès moteurs des élèves, ce projet de passer de degré en degré, tout tourne autour de ça. Tous les apprentissages, les capacités psychosociales qui vont se développer, c'est autour de ça. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. On ne peut pas coopérer autour de rien. Vous voyez ? C'est pour illustrer des propos qui ont été tenus d'emblée dès le matin par Loïc. Merci Anthony. En synthèse de ces présentations, finalement, on se retrouve d'un côté en collège avec ce que vous a présenté Aurélie, un jigsaw avec des groupes de travail coopératifs qui vont induire des apprentissages individuels mais au service du collectif,
grâce à du tutorat entre pairs. Donc d'un côté, on a l'organisation des groupes avec les petits groupes d'experts qui vont être mis d'un côté, qui vont ensuite rejoindre les autres, dans une organisation qui permet d'éviter les bulles et les refuges identitaires dont on parlait en introduction. En même temps, l'interdépendance qui est créée entre les membres des groupes d'experts et les autres élèves va permettre d'aller au-delà de ses propres désirs et de pouvoir communiquer avec les autres, comme le montrait Lipovetsky. Et enfin, grâce au tutorat entre pairs, cela va permettre de responsabiliser nos élèves pour éviter cette liquidité dont on parlait au début et solidifier les relations sociales entre les élèves. Dans ce qu'a présenté Anthony, avec son parcours d'apprentissage coopératif, on identifie des obstacles à franchir et on fait des choix dans les rythmes de progression. Cette responsabilisation-là va permettre d'autonomiser, mais progressivement, pas dans l'excès, nos élèves, comme le disait Morin tout à l'heure. Grâce à des situations de complexité croissante et qui vont être adaptées à chacun, cela vous permet de différencier votre enseignement au regard de l'hétérogénéité de vos élèves. Cela va permettre d'adapter la complexité aux singularités de vos élèves, aux singularités de votre contexte. Et enfin, en mettant les élèves en projet pour apprendre et s'auto-évaluer, la mise en projet permet d'avoir une alternative, si jamais on en a besoin, à la compétition et à son omniprésence dans la société et souvent également en EPS, comme le soulignait Nicole Aubert tout à l'heure. Enfin, pour terminer, même si on travaille sur des capacités psychosociales, n'oubliez pas que nous nous ancrons dans une EPS de la compétence et on tient énormément à ça. Le groupe AP, avec les travaux de Sébastien Delarche, en a parlé déjà. Le groupe EPIC va peut-être vous en parler tout à l'heure avec l'entremêlement des fils de couleurs. Nous aussi, pour nous, une EPS de la compétence, vous la voyez, elle est au milieu, la compétence. Okay ? Cette compétence-là, elle s'envisage avec différentes composantes. Et les composantes motrices, méthodologiques et sociales sont en interrelation constante. En interrelation constante avec néanmoins, et c'est ça qui est très intéressant, je reprends notre table de mixage qu'on a fait dans le groupe coopération, avec des prédominances. En fonction du moment de votre séance, même en fonction de votre séquence de temps en temps, où est-ce que votre séance est placée, eh bien, il y a une prédominance peut-être de la composante motrice, parce que là, j'ai besoin de plus travailler sur le pôle moteur de ma compétence qui va relier les trois. Mais à un moment donné, je vais bouger mon curseur, là, j'ai besoin à ce moment-là de travailler plus sur la composante méthodologique. Et pareil, à un autre moment, peut-être sur la composante sociale. Dans ce qu'on vous a montré, toutes ces composantes de la compétence sont en interrelation. Par contre, on ne travaille jamais sans le moteur, mais non plus jamais sans le méthodologique et jamais sans le social pour pouvoir véritablement faire construire des compétences à nos élèves. On vous propose maintenant l'EPS que nous voulons en prospective, donc une discipline scolaire spécifique. Tout à l'heure, le premier degré, on a très bien parlé, l'a développé, donc c'est la seule présente de la maternelle au lycée. Et donc, on a envie d'exploiter ce temps scolaire pour solliciter et développer une motricité et la condition physique, selon les âges, bien sûr, du développement de l'enfant et de l'adolescent, mais sans s'y limiter. On veut aussi une discipline scolaire spécifique pour développer des habitudes de pratique physique et vraiment rapide, physique et de vie, au regard des enjeux de lutte contre la sédentarité et les modalités écologiques aussi. Pourquoi pas, dans l'EPS de demain, parler des modalités écologiques de déplacement éventuellement. Le rôle de l'enseignant, pour nous, il est complet. Elle est revenue. C'est pas grave. Une mission de professeur d'EPS qui ne soit pas centrée uniquement sur le P et le S, mais aussi transmettre un patrimoine culturel, physique et sportif, mais sans oublier sa mission d'éducation au sens large. Et l'enseignant, pour nous, son rôle est déterminant pour qu'il laisse plus de place et de responsabilité aux élèves en tant qu'individus. Effectivement, comment attendre d'eux qu'ils deviennent responsables et autonomes s'ils ne sont que des applicateurs obéissants? Autre point également en prospective, l'EPS que nous voulons, ce serait une EPS qui laisse des choix de modalités de pratique. Nos élèves ont des besoins diversifiés. On a besoin de valoriser leur engagement personnel dans les apprentissages et cela va permettre de contribuer à une expérience qui soit plus inclusive et plus motivante pour nos élèves. Ça permet également de favoriser leur sentiment de compétence. Ça permet de les responsabiliser, on vient d'en parler tout à l'heure, et ces choix leur permettent de s'investir dans la pratique, de s'autonomiser et de mieux s'approprier leurs apprentissages.
Autre chose que nous souhaiterions également, finaliser les séquences d'apprentissage par des expériences marquantes. On vient de le voir avec le groupe Plaisir, on peut leur faire un gros clin d'œil. L'idée, c'est vraiment de renforcer l'engagement des élèves, de donner du sens à leur effort pour que les apprentissages deviennent durables, pour que ça laisse des traces. On est d'accord avec le groupe Plaisir sur ce point-là. C'est également pour leur permettre de concrétiser leur progression afin que l'EPS devienne véritablement une source de satisfaction à la fois personnelle et collective. Et tout cela pour créer des expériences humaines. On tient à ce terme, des expériences vraiment humaines, qui soient physiques, mais qui soient également sociales, émotionnelles, et qui vont réussir à renforcer leur confiance en soi et le plaisir en activité physique tout le temps, évidemment. Et puis deux derniers points, cette notion d'évaluation intégrée, je renvoie là directement à ce qui va suivre, je pense, aux travaux du groupe EPIC, c'est quelque chose qui est très important. Si vous avez connaissance des travaux de la conférence de consensus du CNESCO 2023, je crois, c'est très très récent, ça rejoint totalement l'approche du groupe EPIC. Donc ça, c'est quelque chose auquel on croit très fortement, comme un moyen de faire interagir les élèves ensemble, notamment, et de mieux apprendre. Et puis le dernier point, c'est une EPS qui sort de sa case, ça a été très bien illustré, là je trouve, par la vidéo de Mehdi, c'est-à-dire que ça se passe complètement ailleurs. Et on pense que si l'EPS reste à investir uniquement ces malheureuses 2 petites heures, 3 petites heures, 4 petites heures, c'est compliqué. Donc il y a la S, ça a été évoqué dès ce matin, ça c'est évident, je pense, pour tout prof d'EPS, mais il y a peut-être d'autres choses aussi à inventer, aller chercher des partenariats. De manière un peu provocatrice, là on parle des devoirs en EPS, mais c'est des choses qui se font notamment en champ 5, notamment par exemple en course en durée, on peut demander aux élèves d'aller courir le week-end ou pendant les vacances scolaires quand la séquence est coupée par les vacances scolaires. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut aussi inventer des choses et sortir de cette case hebdomadaire des 2 heures, sinon voilà, on ne jouera pas notre rôle. Voilà, c'est une EPS qu'on veut aussi pour demain. Pour conclure, notre EPS qui serait ouverte sur les enjeux du futur, notre objectif à nous, ce que nous vous invitons à faire à nos côtés, c'est d'ouvrir au bien-être collectif et à l'épanouissement de chacun en développant le goût de pratiquer ensemble. Mais également d'ouvrir à de nouvelles pratiques, à d'autres espaces, à d'autres temporalités, en formant des élèves qui soient à la fois curieux, mais également critiques et évidemment cultivés physiquement. Nous vous engageons également à former des citoyens singuliers, mais ouverts aux autres et aux différences. Il faut évidemment qu'ils apprennent à distinguer l'individualité, qui est une richesse, de l'individualisme que nous ne cherchons pas évidemment à développer chez nos élèves. Enfin, nous souhaitons également créer une démocratie vivante à l'école et dans la société en formant des élèves qui soient à la fois actifs et engagés. Enfin, pour terminer, nous souhaitons, un peu d'une manière utopiste, mais on a fait tout pour le mettre en œuvre, ouvrir les esprits à un monde qui soit plus respectueux, plus solidaire et plus fraternel, en promouvant évidemment l'entraide à l'intérieur des apprentissages disciplinaires. Et nous conclurons en vous amenant à réfléchir à cette citation avec nous. Pour nous, la solidarité avec Edgar Morin n'est pas une option, elle est une nécessité de survie et une condition d'humanisation. Et merci de votre attention. Merci.